Bonjour Monsieur Doutrio, Bonjour. merci beaucoup de votre venue aujourd'hui à l'ESSEC. Je vais vous laisser d'abord vous présenter. Alors, je suis aujourd'hui administrateur auprès de l'Association française pour les Nations Unies. Alors, j'ai longtemps été diplomate, jusque la fin des années 2000. Parmi les nombreux postes que j'ai pu occuper, j'ai souvent été nommé auprès d'organisations multilatérales. J'ai passé comme ça 4 ans auprès de l'Union européenne au moment de la signature du traité de Maastricht à Bruxelles. Plus tard, je suis devenu ambassadeur adjoint auprès des Nations Unies à New York. Et puis ensuite, j'étais ambassadeur auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est à Vienne en Autriche. Et puis ensuite, j'ai changé de carrière puisque je suis devenu conseiller d'État. Et aujourd'hui, je suis conseiller d'État honoraire. Donc, j'ai passé les 2 tiers de ma carrière dans la diplomatie, les questions internationales, et 1 tiers de ma carrière pour les questions juridiques proprement nationales, tout en gardant un grand intérêt sur les questions multilatérales et internationales. C'est pour ça que je milite au sein de l'Association française pour les Nations Unies. Vous êtes devenu conseiller d'État. Qu'est-ce qui change le plus par rapport à avant, de la diplomatie internationale à l'arbitrage juridique de l'État ? Alors c'est très différent comme métier. C'est un conseil que je donne toujours aux jeunes. Quand vous allez commencer votre carrière, vous pouvez toujours vous dire qu'à mi-carrière ou 2 tiers de carrière, vous changerez peut-être complètement de métier. C'est une source d'enrichissement d'ailleurs. Donc c'est un métier vraiment différent. Le métier de juge, on est plus souvent en cabinet, on est moins souvent dehors. On est beaucoup plus souvent dans l'écrit, dans la rédaction, le jugement. C'est un métier assez différent et d'ailleurs j'ai eu des périodes compliquées d'adaptation, parce qu'il fallait que je me replonge dans le droit public, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit européen. Mais pour autant, je n'ai pas regretté ce choix, sachant que j'ai continué à suivre les questions géopolitiques, notamment avec cette association française pour les Nations Unies dont je vous parlais. Entre diplomate et juriste, qui gagnerait du coup un débat le plus rapidement ? Je pense que les deux, il ne s'agit pas de gagner le débat, chacun aura peut-être une perspective différente sur une même question. On peut prendre un cas de géopolitique. Là, actuellement, les États-Unis, l'Israël attaquent l'Iran, bombardent l'Iran. Est-ce que c'est ou pas conforme au droit international ? Le juriste, d'ailleurs même la question juridique est complexe, puisque l'Iran aussi a en quelque sorte méconnu le droit international de la non-prolifération. Et le diplomate, lui, verra peut-être plus l'aspect géopolitique. Donc ce sont en fait deux regards sur une même question, mais qui sont complémentaires. Ok. Quand on dit diplomate, beaucoup imaginent des dîners, des réceptions et des discours très formels, très polis. Dans la réalité, il y a une diplomatie que l'on ne voit pas, c'est-à-dire des relations beaucoup plus personnelles entre les diplomates. Le métier de diplomate, c'est d'ailleurs de représenter son pays dans un autre pays. Moi, j'ai commencé ma carrière assez jeune, j'étais jeune diplomate en Tunisie. Et mon métier en Tunisie, auprès de l'ambassadeur, c'était de suivre un peu l'actualité politique intérieure en Tunisie et aussi d'ailleurs d'avoir des relations avec la presse. Donc en fait, bien sûr, je voyais des diplomates, mais je voyais surtout des personnalités politiques tunisiennes, syndicales, des groupes de défenseurs des droits de l'homme, des journalistes tunisiens ou français ou internationaux. Donc en fait, le diplomate, il n'est pas uniquement avec des diplomates. Alors c'est peut-être un peu différent pour la diplomatie multilatérale, puisque je vous ai dit, j'ai été à l'Union européenne, j'étais à l'OSCE, j'ai été aux Nations Unies. Et là, c'est vrai qu'on est dans un environnement avec des représentants aux Nations Unies, 193 États. L'Union européenne, à l'époque, on était 12. L'OSCE, il y a une 50aine d'États. Donc on est en contact avec beaucoup de diplomates des pays étrangers. Alors le diplomate, il a des contacts, mais ce n'est pas seulement pour le plaisir d'avoir des contacts, c'est pour ensuite informer son pays sur la position du pays où il est ou des autres partenaires dans l'organisation internationale. Donc il y a une partie quand même de rapport écrit dans son bureau, on est très souvent à l'extérieur, on rassemble les informations et après on les utilise sous forme de rapports, de télégrammes diplomatiques pour informer
les ministères à Paris et peut-être même dans certains cas le président de la République, quand c'est une affaire sensible et d'actualité brûlante. Vous avez déjà été en contact avec le président de la République, notamment pour... Ah bah oui, parce que bon, le président a une activité internationale importante. En Tunisie, j'ai participé à la préparation de la visite de François Mitterrand, vous voyez, ça remonte à quelque temps. Le président Chirac venait très régulièrement aux Nations Unies quand j'y étais. J'ai beaucoup rencontré aussi le président Mitterrand au Conseil européen, puisque le Conseil européen, c'est le conseil des chefs d'État et de gouvernement européens, notamment au moment du traité de Maastricht. Et puis plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Sarkozy au Canada dans le cadre d'accords pour lesquels j'étais compétent. Oui, donc il nous arrive de rencontrer des présidents, de se faire photographier auprès d'eux. Justement, dans les coulisses de la diplomatie, qu'est-ce qui compte le plus selon vous? Est-ce que c'est les rapports de puissance, la persuasion ou même les relations personnelles entre les diplomates? Dans la diplomatie, les relations entre les États, les diplomates peuvent jouer un rôle. Alors, on dit souvent que maintenant, c'est surtout les chefs d'État et de gouvernement qui se parlent directement, qui font des visioconférences sans cesse, et que les diplomates auraient un rôle plus limité qu'au XIXe siècle, au XXe siècle, où il y avait beaucoup moins de visites des chefs d'État et de rencontres des chefs d'État. Bon, la réalité est un peu différente parce que vous doutez bien que quand les chefs d'État se rencontrent ou se font des visioconférences, vous avez des diplomates derrière qui ont préparé la chose, qui ont préparé entre les diplomates, les conseillers diplomatiques du chef d'État français, les conseillers diplomatiques du chef d'État américain ou autre. Donc en fait, le métier, le métier est de plus en plus complexe aussi de diplomate parce qu'il y a de plus en plus de sujets. Regardez l'intelligence artificielle. Je ne pense pas du tout que ce soit un sujet diplomatique. Pour autant, ça pose des tas de questions juridiques, diplomatiques, de réglementation, et donc il y a sans arrêt de nouveaux sujets. L'environnement, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup maintenant, on en parlait très peu il y a 20 ans ou 30 ans. Donc ce sont des métiers qui utilisent toujours un peu les mêmes méthodes, la méthode du dialogue diplomatique, mais qui portent sur des matières qui évoluent sans cesse. Justement, pour revenir sur votre parcours, notamment au Canada, est-ce que vous pouvez le rappeler plus en détail, puisque vous avez d'abord été au Consulat général de Toronto. Il me semble que vous avez eu un autre rôle aussi auprès des relations entre la France et le Québec. Tout à fait. Alors, j'étais consul général à Toronto. Alors ça, c'est un métier particulier. Le consul général, il s'occupe des Français de la plus grande province canadienne sur le plan économique, l'Ontario, mais il s'occupe aussi des entreprises françaises qui s'installent, qui envisagent d'investir. Il s'occupe aussi, tenez, pour les étudiants, c'est intéressant, les échanges interuniversitaires. Je me suis beaucoup déplacé sur les campus des nombreuses universités anglophones en Ontario. Je suis à peu près sûr que votre école doit avoir des échanges à Montréal ou à Toronto avec des écoles, des universités. Donc ça, c'était mon métier à Toronto. Et puis plus tard, alors, avec le Conseil d'État et le ministère des Affaires étrangères, on m'a confié le soin de négocier avec le Québec, cette fois-ci, des accords de reconnaissance mutuelle des professions réglementées, les médecins, les infirmiers, les avocats, les architectes, les géomètres. Toutes ces professions sont réglementées, donc on ne peut pas s'implanter comme ça sans passer une certaine procédure. Et la reconnaissance mutuelle facilite les échanges. Donc, grâce à ces accords, des milliers de Français dans ces professions-là ont pu s'installer au Québec et dans l'autre sens, un peu moins, parce que le Québec est moins peuplé que la France. Et donc, je continue à suivre la mise en œuvre de tous ces accords, qui sont nombreux. Et comme on sait, donc, les relations entre la France et le Québec sont également marquées par un héritage historique qui est très fort. On peut penser notamment à la célèbre citation de Gaulle « Vive le Québec libre » en 67. Et donc, lorsque vous étiez consul général de France à Toronto, il y avait notamment aussi un contexte d'une montée des mouvements souverainistes au Québec. Est-ce que c'est une problématique à laquelle vous avez fait face? Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces mouvements souverainistes? Ou est-ce que ce n'était pas vraiment une de vos compétences à ce moment-là? Non, alors quand on est en Ontario, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe à Montréal, d'autant plus que j'avais une fille étudiante à HEC Montréal. Okay. Mais j'ai rencontré comme ça à Toronto le Premier ministre du Québec. Donc on a eu l'occasion de M. Bouchard à l'époque, donc on a eu l'occasion de parler de tout ça. Alors c'était assez délicat parce que
un consul général, il n'est pas censé s'ingérer dans les affaires intérieures du Canada. Et j'étais confronté d'ailleurs à une situation assez bizarre. Comme je venais de Bruxelles, de l'Union européenne, où on renforçait l'intégration entre les États européens, on allait faire la monnaie unique, pour prendre cet exemple-là, et j'arrivais au Québec, en Ontario, au Canada, où au contraire, les Québécois voulaient s'écarter avec la revendication de souveraineté. Donc vous aviez d'un côté des États dans l'Union européenne qui renforçaient leur intégration, et j'arrivais au Canada, où c'est un État fédéral, et qui avait tendance à plutôt s'écarteler entre les francophones et les anglophones. Donc c'est un paradoxe qui était assez amusant, et d'autant plus que très souvent dans les milieux d'affaires ou universitaires au Canada, comme ils savaient que je venais de Bruxelles, ils me demandaient de parler un peu de mon expérience européenne, et ils essayaient d'utiliser ce que je disais de mon expérience européenne pour la fédération européenne, ou l'intégration européenne, pour aller critiquer ensuite le souverainisme au Québec. Donc c'était une situation un peu ambiguë, mais bon, un diplomate peut s'en sortir sans grande difficulté. Bien sûr. De toute façon, ça reste un pays très civilisé où on peut discuter. C'est un régime démocratique. On ne va pas vous jeter en prison parce que vous tenez des propos. D'abord, on ne pourrait pas parce que vous êtes protégé par les immunités diplomatiques. Et donc, on peut avoir une discussion ouverte, tout en ne s'ingérant pas dans les affaires intérieures d'un pays où vous êtes accrédité. Donc vous estimez que la ligne politique de la France vis-à-vis des mouvements souverainistes au Québec, c'est une ligne de prudence? Alors c'est sous Giscard d'Estaing, donc vous parliez du général de Gaulle, mais plus tard, Giscard d'Estaing a innové avec une formule non-ingérence, ce que je viens de vous dire, mais non-indifférence. Non-indifférence aux francophones d'Amérique du Nord et du Québec. Et donc, je crois qu'on en est toujours sur cette ligne, même si, sauf erreur de ma part, le mouvement souverainiste au Québec est moins puissant aujourd'hui qu'il n'a pu l'être dans le passé. Juste un exemple, l'arrivée de M. Trump et les droits de douane, les menaces contre le Canada ont plutôt tendance à réunifier tous les Canadiens dans le cadre de la Fédération canadienne, par rapport aux trop grands voisins du Sud. Très bien. Donc monsieur, vous étiez impliqué dans les discussions autour du traité de Maastricht de 1992. Aujourd'hui, quand vous jetez un œil sur la situation actuelle de l'Union européenne, est-ce que les diplomates à l'époque auraient pu prévoir une telle évolution ? Alors, je crois que 92, le traité sur l'Union européenne était déjà assez ambitieux. Et on était conscient du fait que le monde avait beaucoup changé, chute de dislocation de l'URSS, chute du mur de Berlin, et qu'il fallait qu'on se dote non seulement d'une monnaie unique, mais aussi d'une politique étrangère et de sécurité, et peut-être même de défense commune. Vous voyez, les mots de défense commune, ça interpelle aujourd'hui, parce que précisément avec cette guerre en Ukraine, ou tout ce qui se passe au Moyen-Orient, rend sans doute nécessaire que les Européens renforcent leur capacité de défense en commun. D'autant plus que les États-Unis ont beaucoup évolué, leur attachement à l'Alliance Atlantique, la garantie de sécurité apportée par les Américains à l'Europe, qui permettait à faire en sorte que la défense commune de l'Europe passait par l'OTAN et donc par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est singulièrement battu en brèche et mis en question. Et donc, aujourd'hui, en fait, avec ce qui a été décidé en 1992, la politique étrangère et de sécurité commune, on bénéficie en principe des instruments pour en faire plus. Alors, avec la guerre en Ukraine, évidemment, maintenant, on a même, sur le budget européen, livré des armes létales à l'Ukraine, organisé des formations pour l'armée ukrainienne. Donc, engager aussi des budgets, le Fonds européen de défense, engager aussi des budgets pour inciter les industries d'armement des différents pays européens à coopérer pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc, c'est intéressant de rapprocher les discussions qu'on avait en 92 avec aujourd'hui, des décennies plus tard, la mise en œuvre, enfin, de cette politique étrangère de sécurité commune qui était à l'époque plutôt plus sur le papier que dans la réalité. Okay. En septembre 2022, vous avez rédigé une revue parlant de la boussole stratégique de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, 4 ans après, la boussole stratégique de l'Union européenne pointe toujours dans la même direction ?
Ah, tout à fait, parce qu'en fait, elle est sortie en mars 2022, cette boussole, donc un document stratégique adopté par les chefs d'État et de gouvernement, à Versailles d'ailleurs, sous la présidence de Macron, et juste après, donc quelques semaines après l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Et elle met l'accent, cette boussole stratégique, sur le fait que l'Europe est menacée. Elle est menacée à l'Est, menacée au Moyen-Orient, peut-être même en Afrique. Et on avait déjà des interrogations par rapport à l'Alliance Atlantique et la garantie de protection américaine. Et le terme autonomie stratégique, très français, et avec cette boussole stratégique, est validé par les 27 de l'époque. Alors, en fait, c'est un document très synthétique et qui entre aussi dans l'opérationnel. On parle d'envoyer X milliers d'hommes dans un délai très rapide pour des opérations extérieures, etc. Il faut sans cesse actualiser parce qu'évidemment, les défis que nous avons maintenant en 2026, par rapport à l'Ukraine ou par rapport au détroit d'Ormuz, ce sont des défis qui transparaissaient quelque part dans la boussole stratégique, qui évoque par exemple la protection des voies maritimes internationales, du commerce international. Donc, dans ce document, on peut en tirer aujourd'hui des éléments pour des actions plus concrètes. Alors, des actions plus concrètes, c'est pas forcément tous les 27. Vous avez vu que sur l'Ukraine, le président Macron a monté une coalition des volontaires. On trouve le Royaume-Uni, la Norvège, et le Canada, d'autres pays, et pas forcément tous les pays de l'Union européenne. Et je crois qu'en matière de sécurité et de défense commune, il y aura de plus en plus de géométrie variable, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec l'intégration européenne. Ok, d'accord. Donc vous avez été également ambassadeur de la France auprès de l'OCSE. Après, donc avec la guerre en Ukraine, est-ce que, selon vous, les organisations de sécurité européennes sont devenues moins puissantes ou au contraire beaucoup plus importantes dans les relations internationales? Alors l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, devrait être très importante, puisqu'on a justement des problèmes de sécurité et de manque de coopération dans l'Europe au sens large du terme. Parce que l'OSCE, ça va de Vancouver à Vladivostok. Donc ça intègre la Russie et toutes les anciennes républiques soviétiques. Aujourd'hui, comme ça fonctionne par consensus, à l'OSCE, on est complètement bloqué, puisqu'il y a un veto russe qui s'opposerait à toute initiative de l'OSCE. Et c'est ce qu'on espère maintenant, c'est que si un jour il y a le plus vite possible la paix en Ukraine, à ce moment-là, on pourra reprendre à l'OSCE toute une série d'actions de coopération pour rétablir la confiance entre ses membres, qui sont à peu près 54 États membres, dont la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, etc. Donc il y a énormément de travail à faire avec l'OSCE, et force est de constater qu'aujourd'hui, elle est complètement bloquée à cause du blocage russe. Okay. Si vous deviez, selon vous, citer le défi géopolitique majeur pour l'Europe et pour l'Union européenne dans les 10-20 prochaines années à venir, ce serait lequel ? Le défi, c'est la capacité pour l'Union européenne d'être autonome stratégiquement, sur le plan de la défense, sur le plan... L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'alliance avec d'autres, par exemple les États-Unis, si c'est possible. Autonomie sur le plan économique, je pense à toutes les chaînes d'approvisionnement, les terres rares, etc. Dès lors qu'on est plus fort quand on est ensemble. La France est maintenant une puissance moyenne, ça fait fort longtemps qu'on le dit. Si elle est seule, elle est moins forte. S'il y a un groupe de 27, ça peut être un groupe plus restreint, géométrie variable, ou plus large, selon les sujets qui nous intéressent. Le défi pour l'Europe, c'est être capable de parler le plus souvent possible d'une seule voix pour défendre les intérêts européens dans le monde, dans un monde qui est de plus en plus incertain, de plus en plus divisé. Vous avez la velléité de certaines grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, de se constituer des sphères d'influence, c'est-à-dire tout le contraire de ce à quoi l'Union européenne est attachée, c'est-à-dire au multilatéralisme avec l'ensemble des États de la planète. Et donc si l'Union européenne veut quand même peser, alors que vous avez ces grandes puissances qu'on qualifie parfois de révisionnistes, parce qu'elles veulent revoir l'ordre international tel qu'il est établi en 1945 ou à la fin de la guerre froide,
eh bien, ce défi, c'est continuer à travailler ensemble. C'est parfois frustrant, parce qu'on se heurte à des tas de divisions, des cultures nationales, des visions différentes entre les uns et les autres, entre les Français, les Allemands et d'autres. Mais c'est parfois, vous savez, comme le rocher de Sisyphe de Camus, il faut toujours refaire remonter ce rocher. Mais c'est le défi stratégique. Est-ce que les chefs d'État, est-ce que les sociétés européennes seront capables de poursuivre dans ce mouvement pour travailler ensemble? Ce qui ne veut pas dire que les États nationaux n'aient plus de rôle à jouer, bien au contraire, mais leur rôle est multiplié, renforcé par leur capacité à travailler ensemble. Ok. Merci. Donc pour terminer, on va passer à des questions un peu plus rapides, un peu plus tac au tac. En un mot, selon vous, quelle est l'arme secrète d'un bon diplomate? L'arme secrète d'un bon diplomate, c'est aimer le dialogue, justement. Aller vers les autres, les écouter, les interroger pour avoir des informations. Voilà. Super. À l'inverse, quel est le faux pas quasiment impardonnable en diplomatie, le pire piège dans lequel un jeune diplomate pourrait tomber selon vous? Il y a le risque aussi de la provocation. Hein. Il peut, sous prétexte de dialoguer avec quelqu'un, finalement se rendre compte que cette personne n'est pas vraiment un diplomate, mais un espion, et se retrouver compromis. Donc il faut être très prudent. Hein. Les jeunes diplomates, quand ils arrivent, ils ont des formations avec la DGSE, mise en garde. Très bien. Si vous deviez recommander un seul livre, quel serait le livre de chevet obligatoire pour comprendre le monde aujourd'hui? Vous pouvez lire les Diplomaties de Kissinger, par exemple. C'est un excellent bouquin. Il y a plusieurs tomes, je crois. Super, merci. Et finalement, si vous deviez donner un conseil à un étudiant de l'ESSEC qui vise le Quai d'Orsay, lequel serait-il? De bosser pour préparer les concours, d'apprendre des langues étrangères, peut-être aussi des langues plus rares, bien sûr, pour passer le concours d'Orient, par exemple. Super, merci. Eh bien, monsieur, merci pour vos réponses, merci pour votre venue et merci pour votre éclairage sur ces différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Avec plaisir et à bientôt. Et bon courage pour New York. Hein. Merci. Amusez-vous bien là-bas. Abonnez-vous.